je vois cette route d'entrepreneur un petit peu comme un long, comment dire, parcours un peu dans le noir. Donc tu as l'étoile au loin que tu suis, et ce qui est important, c'est de faire le maximum de pas au jour le jour, parce que en réalité, c'est la constance. C'est vraiment la constance dans les années qui va faire le résultat. Quand je me suis lancé pour devenir champion du monde de roller, si on m'avait dit qu'il allait me falloir 20 ans pour devenir champion du monde, ça m'aurait sûrement démoralisé. Donc en fait, le conseil souvent que je donne là-dessus, c'est de ne pas penser à la longueur, mais juste de faire le maximum au jour le jour. Et le temps que ça prend, c'est le temps que ça doit prendre, et c'est tout, quoi. Salut Taï. Salut. Ça va? Eh ben écoute, super. C'est super chouette de te recevoir parce qu'en fait tu as un profil pour Coup d'État qui est hyper intéressant. Nous, notre objectif, c'est de montrer que pour être entreprenant, on n'a pas forcément besoin d'être entrepreneur. Et ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu as fait énormément de choses différentes, dont monter des boîtes. Ouais. Tu es 3 fois champion du monde de roller, sur rampe. Tu as gagné les X Games, tu es le champion le plus titré de l'histoire des sports extrêmes. Enfin, tu as un palmarès assez incroyable. Là, tu as monté une boîte récemment qui s'appelle On-Off. Tu portes le petit gilet corporate, bien joué. C'est une boîte qui te permet d'avoir plusieurs numéros de téléphone dans un seul téléphone. Exactement, via une appli. Via une appli, donc tu n'as pas besoin d'avoir 2 cartes SIM. Enfin, cette époque-là, personne a envie de télécharger, d'avoir un numéro pro, un numéro perso. Il télécharge mon app et en un clic, il a un deuxième 06. Trop bien. Et du coup, il y a 50 employés qui bossent pour On-Off, c'est ça? Ouais. Vous avez levé 15 millions? Ouais, exactement. Donc ça marche bien aussi. C'est clair, ça a été très très dur, mais là enfin je vois le bout du tunnel. En fait, comme tu dis, j'ai eu plein de vies d'abord en tant que rider, mais très vite j'étais dans une optique d'essayer de réaliser plein de projets, etc. Alors au début j'étais dans mon sport, essayer de monter des boîtes un peu autour de mon sport, d'abord un magasin de roller, après j'ai commencé à fabriquer des skateparks pour les mairies, après j'ai acheté mes propres rampes pour faire mes propres shows, après je me suis diversifié, j'ai fabriqué des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution, sous licence, donc j'avais acheté l'image par exemple de Tony Parker, Matt Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV, etc. et mon image évidemment, et je vendais donc des agendas, des trousses, des cartables, des stylos, des corbeilles à papier à Carrefour, Leclerc, etc. Après j'avais monté une boisson énergétique comme Red Bull avant que Red Bull se lance en France. Après j'avais failli lancer une gamme de biscuits chocolatés sous licence également. Donc voilà, j'ai toujours eu des boîtes en parallèle, mais c'était pas spécialement parce que j'avais envie d'être entrepreneur, c'est plus parce que j'avais envie que les choses avancent et j'avais envie de créer des choses, et puisque personne ne le faisait, à la fin j'étais obligé de le faire moi-même, quoi. Donc il y a vraiment un besoin, genre tu t'identifies qu'il manque quelque chose dans le monde et tu y vas, quoi. Voilà, en tout cas au début c'était autour de mon sport, c'est-à-dire que mon sport n'était pas assez populaire, donc je me suis dit je vais pousser les mairies à fabriquer des skateparks, donc je me suis mis à fabriquer, à designer des skateparks moi-même, pareil à ouvrir un magasin de rollers pour vendre plus de rollers, avoir mes propres shows pour louer des shows et promouvoir le sport. Les gammes de papeterie, c'était à la fois bien sûr pour un petit peu gagner de l'argent, mais surtout pour démocratiser pareil mon image de le sport, puisque je vendais les agendas à mon effigie partout à Carrefour. Après l'événement de la Tour Eiffel que j'ai coproduit, c'était pareil, c'était une façon bien sûr de réaliser un kiff personnel, mais aussi de montrer mon image et l'image du sport auprès du grand public en faisant un événement symbolique. C'est ça finalement qui m'a poussé à être entrepreneur, parce que un sportif dans le foot ou dans le tennis, il a tout sur un plateau. En quelque sorte, il a les avocats, il a les agents. Moi, vu que j'avais rien... Tu peux rentrer dans le moule, juste faire ce qu'il y a à faire. Exactement. Bon, après, c'est du travail. C'est du travail, bien sûr, mais ils ont besoin d'être que sportifs, et ça suffit. Ouais. Moi, il fallait que je sois beaucoup plus que sportif. Il fallait que je sois bon en roller, mais également bon dans plein d'autres choses. Et petit à petit, c'est ça qui m'a formé vers le côté d'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai jamais senti la transition de fin de carrière et démarrer en quelque sorte une nouvelle carrière. J'ai toujours fait ça. Il fallait que je sois mon propre agent, mon propre manager, je lise mes propres contrats, que j'ai là une stratégie marketing pour démocratiser l'image. Il fallait que je sois meilleur dans les interviews pour arriver à parler auprès du grand public. Donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé à présenter mes propres émissions télé parce que je m'étais amélioré dans les interviews, etc. Donc à force de travail, les opportunités se sont ouvertes. Voilà. Après, il y a eu quand même des hauts et des bas, et il y a 5 ans, c'était un moment, on va dire, un peu de changement dans ma vie, parce que j'arrivais pas à obtenir les autorisations pour les différents records que j'avais fait. En tout cas, j'avais fait Tour Eiffel, Sacré-Cœur, mais je voulais en faire d'autres, et j'avais pas eu les autorisations, et je m'étais cassé la jambe.
Je m'étais séparé de ma copine. Je lui arrivais à 40 ans. Je me suis dit, bon, c'est un moment un peu où il faut se réinventer. J'avais un film que j'avais écrit, que j'avais essayé de monter à Hollywood, qui s'était pas fait, etc. Donc c'était un moment où finalement tout s'écroulait un petit peu autour de moi. Et je me suis dit, il faut que je me lance dans un nouveau projet de création d'entreprise ou de projet en tout cas. Mais je me suis dit, je vais pas aller dans le monde du sport et du roller. Je vais complètement vriller et aller sur le monde de la technologie que j'aimais bien. Et voilà, je suis parti là-dessus. Ok. C'est assez fou parce que hier, je regardais sur le site de On-Off, il y a ta bio. Oui, c'est une page web qui est hyper bien faite. Et il y a vraiment 1 milliard de trucs, quoi. Il y a un milliard d'étapes à ta vie. Souvent, ce que je vois chez les entrepreneurs, et ça peut être chez moi aussi, tu vois, c'est qu'il y a un blocage à se mettre à faire les choses entre la prise de décision et le moment où tu fais vraiment le truc. T'as pas ce blocage ? Moi, j'ai pas ce blocage. En fait, parce que j'ai eu, je pense, de par mon éducation, j'ai eu une éducation très particulière parce que mes parents ne m'ont jamais scolarisé. Donc, quand je dis jamais, ils n'ont même pas une journée en maternelle de toute ma vie. Et donc, finalement, vu que j'avais aucun diplôme et j'ai jamais appris les choses d'une façon conventionnelle, j'ai appris un côté à être extrêmement débrouillard. C'est-à-dire que, puisque je n'avais jamais appris d'une façon conventionnelle, il fallait que, à chaque fois, je trouve moi-même mes solutions et surtout, c'était toujours mes choix. On m'a jamais poussé à faire quelque chose, ça a toujours été mes propres choix et mes parents m'ont soutenu là-dessus. Donc, en fait, dès que j'avais un projet en tête, je me pose même pas la question si c'est difficile ou quoi que ce soit. Il y a justement beaucoup de gens qui sont en train de se casser la tête à dire mais est-ce que ça va être possible? Est-ce que voilà, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul et en général l'entourage t'assomme avec des problèmes qui te dit bah t'as pas d'argent, t'es tout seul, t'y connais rien, etc. Moi tout ça, je me pose jamais ces problèmes. J'ai juste le rêve au loin de me dire c'est possible à réaliser ce rêve incroyable et je me concentre juste au jour le jour d'abattre le maximum de problèmes finalement. Et tant que j'avance, tant qu'à la fin de la journée j'ai abattu une énorme somme de problèmes, ça me va avec le rêve au loin quoi. Donc j'ai jamais de déprime en quelque sorte, je peux jamais avoir de coup bas puisque je vois jamais les problèmes à plus de 24 heures et j'ai toujours le rêve au loin de l'étoile que je suis. C'est intéressant cette dichotomie entre les 24 heures et la vision à long terme. Bah oui, tu peux facilement te perdre dans la vision et te dire je veux aller là et commencer à faire n'importe quoi. Non, parce que c'est pour moi, en fait, je peux pas me perdre parce que c'est un rêve. Alors, quand je dis, il y a bien sûr la stratégie que j'affine au fur et à mesure de la route, parce que quand tu démarres un projet, bah, t'as une vision qui est un petit peu simplée et finalement, elle évolue au fur et à mesure de ta route. Et ce que tu avais prévu au départ, ça a changé. Mais le rêve reste le même. Le rêve est de devenir soit champion du monde, soit de sauter de la Tour Eiffel, soit de créer une boîte mondiale, etc. Donc, c'est ce rêve qui me permet de me lever le matin. Il y a des moments, enfin tu parles des moments difficiles, genre de l'extérieur, c'est difficile à concevoir qu'avec un succès comme le tien, une notoriété comme la tienne, il y a des moments où tu sois vraiment down, tu vois. Alors moi j'ai vraiment cette chance de jamais être down, en tout cas psychologiquement, où vraiment je crois que je l'ai été maximum 3 jours dans ma vie, quand j'avais justement sur le lit d'hôpital, quand vraiment je m'étais cassé la jambe, et à chaque fois que je suis down, dans des moments où vraiment tout s'effondre, j'ai besoin de me rattacher à un nouveau rêve et à partir du moment où j'ai ce nouveau rêve en tête, tous les problèmes sont effacés et je repars à 100%. Les gens ont tendance à se poser beaucoup trop de questions. J'ai la chance justement, de toute façon, je me dis quand on est au pied du mur, il y a 2 façons. Soit tu es là à te casser la tête et à déprimer, à pleurer, on va dire, au pied de ce mur, soit tu vas de l'avant et voilà, et tu essaies continuellement de le dépasser, quoi. Je vois cette route d'entrepreneur un petit peu comme un long, parcours un peu dans le noir. Donc tu as l'étoile au loin que tu suis et ce qui est important c'est de faire le maximum de pas au jour le jour parce que en réalité c'est la constance. C'est vraiment la constance dans les années qui va faire le résultat. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui se disent, quand ils démarrent un projet, ils se disent il faut que dans 1 an je sois arrivé là. Ils se mettent une limite au niveau temps. On ne connaît jamais la distance du projet dans lequel on se lance et on ne connaît jamais vraiment la difficulté. Moi par exemple quand j'ai lancé On-Off, bien sûr que je me disais au début peut-être ça va prendre 1 an pour mondialiser la boîte, mais c'était complètement amateur et je préférais ne pas y penser. Et si ça devait prendre 5 ans, ça prendrait 5 ans. Si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans. Quand je me suis lancé pour devenir champion du monde de roller, si on m'avait dit qu'il allait me falloir 20 ans pour devenir champion du monde, ça m'aurait sûrement démoralisé. Donc en fait, le conseil souvent que je donne là-dessus, c'est de ne pas penser à la longueur, mais juste de faire le maximum au jour le jour. Et le temps que ça prend, c'est le temps que ça doit prendre et c'est tout, quoi. Tu penses qu'On-Off, c'est le projet le plus ambitieux que tu aies fait ou...
La Tour Eiffel, je pense que c'était plus ambitieux parce que après, c'est vrai que c'est très très dur d'avoir monté un œuvre pour plein de raisons que je pourrais expliquer, mais la Tour Eiffel, c'était quasiment la mission impossible. Obtenir du gouvernement français qui prête la Tour Eiffel à un individu pour qu'il se jette en haut de la Tour Eiffel, c'est quelque chose normalement qui n'existe pas. Parce que on peut juste, à juste titre, imaginer que après cet événement, il y a eu des milliers de boîtes d'événementiel ou des milliers de sportifs qui ont appelé le gouvernement français, qui ont dit « Mais attendez, vous avez donné la Tour Eiffel à Taille Chris, pourquoi pas moi ?» Donc il y a une équité qui doit être difficile, et le fait que le gouvernement m'ait donné cette chance, ça a été très 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 dur. C'est à chaque fois un côté humain, bien sûr technique, il fallait que l'événement rentre dans la technique, mais il y a eu beaucoup un côté humain où il fallait que j'arrive à convaincre d'une façon inespérée les gens, quoi. Comment ça s'est passé du coup pour avoir la Tour Eiffel justement? Pour avoir une autorisation comme ça, il faut comprendre que tout le monde doit signer. S'il y a une personne qui ne signe pas, l'événement ne se fait pas. Donc, c'est-à-dire tout le monde? Le président de la République, le maire de Paris, le maire d'arrondissement, le président de la Tour Eiffel, les Verts, les architectes bâtiments de France, la préfecture de police. Donc tu as toutes les institutions françaises qui doivent donner leur accord, et il y a des aspects techniques, des aspects politiques, etc. Et des aspects sécurité, des aspects qui sont très très durs, parce que quand, par exemple, on a le maire de Paris qui signe en bas de la page, si moi je me tue en direct devant 100 000 personnes, c'est en quelque sorte sa responsabilité. Parce qu'il a donné l'autorisation, il peut quasiment perdre sa place par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'était très 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 dur d'arriver à convaincre tous ces gens de monter l'événement, trouver le budget, monter une équipe de 100 personnes, etc. Comment tu les as convaincus? Alors, évidemment, il fallait répondre à un cahier des charges technique extrêmement précis. Tout l'aspect technique sur l'événement, construction de la rampe, etc. Les aspects de ne pas mettre de logo, il y avait plein de choses comme ça. Mais à la fin, c'est de les avoir mis à bord de mon train au niveau passion, et d'avoir fait comprendre au gouvernement qu'en me donnant cette autorisation, ils allaient avoir une image de la France qui allait rayonner dans le monde d'une façon jeune et nouvelle, et que c'était pas un saut juste d'un sportif qui a envie de se faire un kiff perso, c'était vraiment une image symbolique qu'il est possible de faire de grandes choses en France, et qu'on peut aller au bout de ses rêves, et que les Français ont la possibilité de faire des choses plus grandes que les Américains, ou ce genre de choses. Voilà. Et donc c'est cette profondeur plus grande qui les a fait finalement craquer en quelque sorte. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on dit toujours en vente, tu vois, c'est que tu vends pas ton produit, tu vends ce à quoi il sert, la mission qui sert. Exactement, c'était pareil sur un œuf, au début, vas-y, mais continue. C'est ce que j'allais te demander, sur un œuf, c'est quoi cette vision? Parce qu'il y a le truc de plusieurs numéros de téléphone, ça c'est ce que vous vendez concrètement. En fait, la vision derrière, c'est quoi? La vision derrière va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que plusieurs numéros, c'est juste une des premières briques, une des premières conséquences d'une vision plus profonde. C'est-à-dire que mon analyse était très simple. C'était déjà de me dire... Alors, la première analyse, c'était de me dire, c'est quand même fou que tout soit dans le cloud. Nos mails, nos mails sont dans le cloud, notre musique avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, bref... Tout est dans le cloud. Pourtant, notre 06, lui, il n'est pas dans le cloud. Il est coincé dans cette petite carte SIM en plastique, ce qui est totalement ridicule. Quand j'ai plus de batterie, il faut que j'attende de recharger mon portable pour avoir mon 06, alors que mes mails, je peux les avoir sur un ordinateur. Je suis à l'étranger, je perds mon téléphone, je suis obligé d'attendre de revenir en France dans un magasin SFR ou Orange pour récupérer mon 06. Donc je voyais bien que ça a un non-sens, et je me disais, mais pourquoi le numéro ne peut pas être dans le cloud comme une adresse email? C'est un truc que tu as observé pour toi à la base? Ouais, pour moi, c'était une frustration chez toi en fait. C'était non seulement une frustration, mais c'était l'idée, elle est venue d'une façon beaucoup plus structurée. En fait, sur mon lit d'hôpital, quand je m'étais cassé la jambe donc il y a 5 ans, je me suis dit, je vais me lancer donc dans un nouveau projet d'entreprise, et j'ai noté ce que j'appelle en quelque sorte ma formule magique pour créer le nouveau projet. Et donc j'ai noté 8 points, un par un, et je me suis dit, ma nouvelle idée doit rentrer dans ces 8 points. Alors le point numéro 1, c'était de créer la plus grande industrie, de me lancer dans la plus grande industrie au monde. Parce que j'étais frustré d'être toujours dans une petite industrie avec le monde du roller, finalement. Il fallait que je sois beaucoup plus proactif que les autres, beaucoup plus ingénieux pour sortir mon épingle du jeu. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. Mon prochain projet sera dans une industrie qui sera la plus grande au monde.
Je serai peut-être pas le champion du monde là-dedans, mais même si je suis le centième mondial dans le monde des télécoms, ben, ça va être une énorme boîte. Voilà. Donc je me suis dit, télécom, voilà, là-dessus au moins je suis sûr de ne pas me gourer. Deuxième point, je me suis dit, il faut ubériser cette industrie, comme ça c'est la grande phrase que tout le monde dit, mais c'est-à-dire, quand je disais ubériser, c'est-à-dire d'essayer de devenir le plus grand de cette industrie sans être propriétaire des actifs. Comme Uber, qui est le plus grand réseau de taxis sans être propriétaire des voitures, Airbnb, le plus grand réseau d'hôtels sans propriétaire des murs, et ben je me suis dit, est-ce que je peux devenir le plus grand opérateur télécom mobile au monde sans être propriétaire des antennes et utiliser finalement le réseau sans le payer, comme fait Uber qui ne paye pas les voitures ou Airbnb qui ne paye pas les murs. Okay, donc c'était, je ne savais pas si c'était possible, mais en gros, je suis parti là-dessus. Donc la plus grande industrie au monde, ubériser cette industrie. Troisième point, je me suis dit, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. C'est-à-dire que si tu inventes quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, ça va marcher. On le voit bien, je prends toujours cet exemple d'Uber, le fait qu'on a déjà rentré sa carte bleue, on reçoit la facture après, la voiture arrive, voilà, l'expérience utilisateur. Gagner du temps, gagner de l'argent, ça marche toujours. Voilà. Ouais. Quatrième point, je me suis dit, il faut que je sois propriétaire de ma marque. Parce que j'avais dans certaines de mes anciennes vies, comme je disais tout à l'heure, des gammes de papeterie scolaire, et j'avais eu par exemple l'image de Tony Parker. Et quand j'avais eu l'image de Tony Parker, ça se vendait très très bien en France, sauf qu'au bout de 3 ans, j'ai perdu la licence Tony Parker, ça fait un trou dans mon chiffre d'affaires. Donc je me suis dit, pas 2 fois, il faut que je sois propriétaire de ma marque à vie, comme ça je peux la vendre, voilà, dans le monde entier. Et le 5e point, je me suis dit, il faut que ce soit une marque qui est vendable dans le monde entier. Parce que Tony Parker, c'était un bon exemple, ça se vendait bien en France, mais au Japon, non. Okay. Donc il fallait que je trouve le Tony Parker japonais en quelque sorte, ce qui était compliqué. Donc je me suis dit, il faut trouver en 5e point la marque que je vends pareil dans le monde entier. Le 6e point, je me suis dit, il faut que je trouve un réseau de distribution qui soit facilement mondial. Parce que je le voyais pareil dans les gammes de papeterie, il fallait que je sois référencé à Carrefour. Donc c'était un mal de tête, laisse tomber, c'était très très dur d'être référencé à Carrefour, Leclerc, Casino en France. Et quand je voulais vendre aux États-Unis, c'était la même chose, il fallait que je rentre chez Walmart, etc. Donc avant de mondialiser ton produit, il faut s'accrocher parce qu'il faut rentrer dans toute sa grande distribution. Le 7e point, c'est ce qu'on appelle cette scalability. C'est-à-dire que je le vois bien, par exemple, quand on prend l'exemple d'un café Starbucks, dans la fin d'une journée, ils vont jamais pouvoir vendre des millions de cafés. Ils vont être limités parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des jours de la semaine, etc. Leur seul moyen de vendre des millions de cafés, c'est d'augmenter les frais en ouvrant de nouveaux Starbucks. Alors que quand on prend l'exemple, par exemple, d'un Spotify, le Spotify, ils peuvent vendre à 3 heures du matin et ils ont les mêmes frais de structure et le même nombre de salariés et ils peuvent vendre des millions finalement d'abonnements. Donc je me suis dit, non seulement il faut que j'ai cette distribution mondiale, mais il faut que ce soit une distribution qui puisse se vendre avec le même nombre d'équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans limitation en termes de nombre. Donc quelque chose de vraiment scalable. Et le 8e point, qui est le plus simple à dire et qui est finalement le plus compliqué à trouver, c'est que clairement il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Parce que soit on a beaucoup d'argent et qu'on est expert dans les télécoms, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je partais vraiment de zéro, j'étais tout seul. Et donc, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. Et ça n'existait pas du tout ? Non, non, de cette façon-là, vraiment pas. Et donc, c'était donc cette idée que j'ai eue de me dire, on est dans un monde où tout est dans le cloud. Alors bien sûr, c'était une envie d'avoir un 2e numéro, mais c'était plus profond. Je me suis dit, voilà, il faut que les numéros de mobile ne soient plus rattachés dans la SIM, ils soient vraiment dans le cloud. Et la dernière aussi analyse de cette vision à long terme, c'est que finalement, il y a 2 mondes qui grandissaient parallèlement depuis toutes ces années. Il y a le monde des opérateurs traditionnels, qui sont des opérateurs, on va dire, vieillissants, qui sont très très loin de l'innovation. Alors eux, ils sont extrêmement stables, ils ont des antennes, ils ont payé des milliards d'euros de réseau. C'est très très dur de rentrer dans leur monde, parce que c'est un monde extrêmement cher, régulé, etc. Et c'est un monde finalement qui évolue peu en termes d'innovation, mais qui a une technologie vraiment particulière. À côté de ça, il y a le monde des applications, qui est justement pas régulé, qui est totalement ouvert, où justement ce qui fait la différence dans le monde des applications, c'est justement l'innovation et le user experience. Le succès des apps, c'est vraiment ça, le user experience et l'innovation. Et finalement, ces 2 mondes ne communiquaient pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire que le monde des applications était limité puisqu'il faut appeler que par Internet
de la même application vers la même application, WhatsApp vers WhatsApp, etc. Et le monde des opérateurs, ok, c'est ouvert vers le monde entier, mais c'est payant, c'est régulé, etc. Ça, c'est un truc que tu observes rétrospectivement maintenant que tu as avancé, ou déjà à l'époque, dans ton lit d'hôpital, tu te disais ça? En fait, c'est un mélange des deux.